Il est vrai que, en tant que juriste, on ne cesse d'être perturbé ou tout du moins réinterrogé dans ses certitudes quand il s'agit d'appréhender ces nouveaux territoires constitués par le numérique et en particulier par les technologies blockchain. On est perturbé, réinterrogé à partir du moment où le droit a vocation à encadrer des rapports humains et donc les technologies du numérique et les blockchains mettent à distance ces rapports humains ou en tous les cas font écran entre l'humain et la technologie. Euh, Quelle est la position du juriste? Est-ce une révolution, une simple évolution? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau sous le soleil pour reprendre des expressions de mes collègues juristes? J'oserais dire peut-être par manque de courage, les deux, mon capitaine. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde du point de vue du juriste, les caractéristiques énoncées tout à l'heure par mon collègue Richard ont une traduction juridique et sont des éléments importants. La traçabilité, l'authentification, la décentralisation, l'immuabilité, l'auto-exécution sont autant de sujets importants pour les juristes dans cette appréhension des technologies. Je crois que lorsqu'on a un regard de juriste, on pourrait dire que finalement les technologies et blockchain, ça a été dit en toile de fond, c'est une alternative, une simple alternative ou une alternative plus importante qui aura vocation à transformer un certain nombre de rapports et de transactions entre les individus. Ce qui apparaît dans ce qui est dit, c'est que cela offre un nouveau modèle de confiance. Or, effectivement, quand on appréhende ces technologies, il y a une défiance. Je pense que c'est aussi une autre façon d'appréhender la question de la confiance entre les individus et dans leur rapport, notamment leur rapport dans les contrats. C'est un instrument de preuve important, c'est un instrument d'authentification important grâce à la cryptographie, donc cela évite les falsifications. C'est un élément important du point de vue des smart contracts, appelé de manière impropre peut-être smart contract parce que en termes d'exécution, on le verra avec les exemples qui sont donnés tout à l'heure, ça permet une exécution plus rapide. Alors justement sur les contrats, qui n'est pas finalement mon objectif initial d'analyse, mais il faut évidemment en parler. Les smart contrats, ce sont des contrats effectivement qui sont mis sur les blockchains. Évidemment, la constitution d'un contrat ne passe pas par la blockchain. Un contrat n'existe qu'à partir du moment où il y a de consentements qui vont être formalisés par la technologie blockchain, mais ça n'empêche pas des vices du consentement, ça n'empêche pas ensuite un contrat de contenir des clauses qui peuvent être compliquées à intégrer dans la blockchain et donc même la question de l'exécution est une question importante qui ne sera pas nécessairement réglée par la blockchain, mais je crois que ça permet quand même de lever un certain nombre de difficultés pour des contrats à tout le moins pour l'instant, dits simples. Peut-être que l'évolution des technologies va permettre d'intégrer des clauses plus complexes dans cette technologie, mais pour l'instant, ce que l'on observe, ce qu'on en croit observer, et je demanderai à mes collègues peut-être de confirmer ou d'affirmer ce que je dis. Pour l'instant, ce que l'on constate, c'est que ça fonctionne en tous les cas pour des contrats dits simples avec une exécution qui est plus rapide, plus fluide. Euh, la question des blockchains permet aussi, autre exemple qui a été donné tout à l'heure, permet aussi de donner une date certaine pour des créations qui sont protégées par les droits de propriété intellectuelle. Alors, on en parle pour les brevets, mais l'exemple qui a été donné tout à l'heure par Richard Baron, c'était un exemple relatif au droit de propriété intellectuelle, au droit d'auteur. Or, aujourd'hui, le droit d'auteur est authentifié, la date certaine n'est authentifiée que par des publications. Et donc, la question de la blockchain permettra de donner par l'horodatage une date certaine à une création qui serait authentifiée par les autres.
Je poursuivrai cette réflexion avec la question des perspectives et de la régulation. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quel est l'encadrement juridique le plus pertinent pour accompagner cette innovation. La question qui se pose, elle se pose à tous les niveaux, bien sûr, au niveau de l'État français, mais au niveau de l'Union européenne. Moi, je porte mon attention sur ce qui se passe au niveau de l'Union européenne parce que c'est plutôt ma spécialité. Ce que l'on voit apparaître ici, c'est la volonté de la Commission européenne d'observer dans un premier temps ce qu'il se passe et ensuite, à partir des données finalement du terrain, de faire remonter ces données du terrain et de voir comment il serait le plus opportun de légiférer. La démarche de la Commission européenne par l'Observatoire des blockchains, c'est de prendre en compte ces innovations qui permettent une meilleure organisation, une rapidité, une efficacité, de permettre à ces innovations de se mettre en place. Alors quand on parle d'innovation, on ne parle pas uniquement des innovations technologiques, on parle des innovations organisationnelles, par exemple. Et cette observation du terrain permettra à l'Union européenne justement de mettre en place une réglementation la plus adaptée. Et c'est exactement ce que l'on retrouve dans d'autres domaines comme la réglementation en matière de données ou la réglementation en matière d'intelligence artificielle. L'idée est de trouver, de placer correctement le curseur entre ce qui sera propice à l'innovation et ce qui sera propice à un encadrement juridique permettant la confiance. Par exemple, permettre une réglementation suffisamment protectrice des données, notamment des données personnelles qui seront sur les blockchains, c'est un élément extrêmement important et sécurisant pour permettre à cette technologie de bien se développer. Je voulais juste finir avec quelques exemples de blockchain utilisés et récompensés par le Conseil de l'Union européenne en matière de blockchain. Il y a eu 3 initiatives qui ont été récompensées et dont une qui récompense une plateforme française, plateforme Cléros, une plateforme française qui a pour objectif de décentraliser la résolution du contentieux en ligne. C'est un exemple d'application des blockchains. Deuxième plateforme qui a été récompensée, c'est la plateforme italienne d'échange d'énergie de pair à pair, par exemple, et on voit bien les implications que ça peut avoir. Et troisième récompense, c'est la plateforme WordProof, qui est une firme néerlandaise de vérification d'authenticité du contenu. Donc vous voyez ici que cela donne à voir des différents secteurs, des différentes modalités d'application des blockchains qui permettent une rapidité des transactions, une fluidité avec une certaine dose de confiance qui est un élément important. Mais la question, c'est comment les entreprises vont s'en saisir, est-ce qu'elles sont prêtes à s'en saisir? Et puis l'autre question qui se posera, c'est comment les acteurs publics vont aussi pouvoir s'en saisir et pouvoir encadrer tout cela. Merci.